Du coup, mes potes mecs me voyaient comme genre le tombeur, le séducteur, le lover. J'étais genre le mec à qui ils allaient limite demander des conseils. Auprès de meufs avec qui j'étais devenu pote, j'étais genre le gendre idéal, le mari parfait, blablabla. Sauf que j'étais quand même célib et personne voulait de moi, tu vois. Donc c'est ça qui me rendait un peu fou, quoi. Bon bah du coup bienvenue dans ce nouveau concept parce que d'ailleurs j'en ai pas encore parlé donc tu es le premier à savoir qui est l'interview sensible que j'ai appelé comme ça et où je vais interviewer des personnes hypersensibles ou personnes atypiques et comme on disait avant parce que du coup on a parlé avant que moi ton profil m'intéressait vu que tu es un homme hypersensible, comment tu pourrais te présenter? Bah écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans. Donc comme tu l'as dit Margot, je suis hypersensible. Aussi zèbre, depuis le jeune âge, j'ai été diagnostiqué pour sauter le CP en fait. Mais c'est Mhm. quelque chose que j'ai complètement oublié jusqu'à il y a 2 ans, quand je m'en suis rendu compte. Et à part ça, je suis étudiant. Enfin là, j'ai fini mes études depuis 1 an. Et je travaille en Angleterre. Je suis expatrié depuis 3 ans. D'ailleurs aussi, on pourrait en parler entre hypersensibilité et expatriation. C'est Ah ouais si tu veux je me le note. un sujet parce qu'au final, tu te sens un peu différent, mais vu que tout le monde l'est, bah tu te sens moins différent. Donc ça, c'est bien, on pourrait en parler. Et puis voilà. Ah, c'est intéressant ça, tu vois. C'est marrant parce que j'ai vécu un peu ça aussi, hein. Enfin en partant en voyage, je veux dire. Mais ouais, merci pour ta présentation. Bon, moi je pense que je vais pas me présenter parce que les gens savent qui je suis sur ma chaîne, hein. Donc voilà, enfin à part que je suis coach pour hypersensible et bien d'autres choses parce que y a pas que ça. Comment t'as découvert ton hypersensibilité? En fait, c'est sur le tard que t'as compris, mais on te l'avait un peu dit quoi, si je comprends bien. Enfin, pour le côté zèbre plutôt. Ouais, c'est ça. En fait, mes parents m'ont toujours dit que j'étais précoce parce que j'avais sauté une classe, mais Ah. j'avais jamais vraiment creusé. Je m'étais juste dit, ok, bah, j'ai sauté une classe, c'est cool. Voilà, je savais lire en grande section et je suis jamais allé plus loin dans la réflexion, quoi. Et puis, du coup, je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Donc, j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée, 3 ans d'études sans m'en rendre compte. Et Hmm. je suis tombé sur une vidéo YouTube complètement par hasard qui parlait de ce qu'être surdoué, zèbre. Et là, ça m'a un petit peu interpellé. Et après, j'ai commencé à faire plus de recherches sur le sujet. Et je me suis senti vachement concerné. Hmm. Et aussi en apprenant pas mal de caractéristiques de l'hypersensibilité notamment, bah, je me suis rendu compte que il y a plein de pièces du puzzle qui s'assemblaient, plein de choses que j'avais pas compris dans le passé, qui maintenant faisaient beaucoup de sens. Et donc du coup, ça c'était une belle étape, ouais. Et ouais, non mais c'est intéressant parce que en fait, je pense que moi j'ai eu un peu le même vécu, c'est-à-dire dans le sens, bon, tu le sais, mais de toute façon, on t'a pas vraiment expliqué. Parce que juste savoir que, je sais pas, tu sautes une classe ou tu as des facilités, en fait, ça reflète, mais que dalle, Ouais. pour moi, comment dire, la globalité de ce qu'est être zèbre. Enfin, et finalement, en plus, entre être zèbre enfant et adulte, je pense que c'est quand même différent, tu vois. Donc, en tout cas, ouais, ça a dû te rajouter plein d'explications, quoi, en fait. Ouais, ça m'a rajouté plein Mm. d'explications, mais après, d'un côté, ça n'a pas non plus été un choc Mm. intense, dans le sens où je me suis toujours très bien adapté, que ce soit en primaire, collège, lycée. Donc, j'ai toujours eu un bon cercle d'amis, j'ai jamais eu vraiment de problèmes particuliers, j'ai toujours eu une bonne vie sociale, plus ou moins. Donc, j'ai jamais eu vraiment de problème pour grandir. Et ça, d'ailleurs, j'en suis super reconnaissant parce que Mm. c'est le cas de tous, malheureusement. Et donc, du coup, le fait de le découvrir, j'étais content parce que ça a apporté plein d'éléments, ça m'a permis d'un peu plus me connaître aussi, mais ça a pas non plus changé ma vie. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant. Comme tu dis, c'est pas le cas de tout le monde du tout. Ça dépend des gens. Après, moi, je pense vraiment que ça dépend beaucoup de l'éducation aussi et de comment on nous a un peu mis dans la vie. Enfin, je sais pas Mhm. comment expliquer, mais parce que moi, je suis une ancienne timide, tu vois, par exemple, et clairement, il y a des choses dans l'éducation qui influencent beaucoup. Toi, est-ce que tu sais ce qui t'a permis, comment dire, ce qui t'a permis, je sais pas, d'être à l'aise peut-être avec les autres? Parce que souvent, moi, j'ai plutôt des gens qui étaient pas à l'aise à l'école ou qui arrivaient pas à parler aux autres et tout. Bah, je sais pas, Mm. en fait, je dirais que j'ai toujours eu de la chance d'avoir des amis bienveillants qui m'acceptaient comme j'étais. Et puis après, dans mon sac d'amis que j'ai eu depuis la sixième, que j'ai gardé jusqu'à la fin du lycée, parce que j'étais dans un petit lycée, dans un petit collège, dans une Mm. tout le monde se connaissait plus ou moins.
J'ai toujours eu ouais, un cercle d'amis qui m'acceptaient comme j'étais. J'ai toujours bien rigolé avec eux. Donc je pense que ça m'a permis de me construire sereinement, entre guillemets, sans avoir à me soucier de mon comportement, etc. Après, voilà, j'avais aussi ma réputation. Par exemple, le mec super maladroit, le mec qui va rager tout de suite quand on joue aux jeux vidéo. Ah. C'est qui me caractérisait. Mais après, comme tout le monde a aussi ses particularités. Donc, Mm. ouais, j'ai toujours eu un groupe d'amis plutôt bienveillants. Et ça m'a bien aidé, ouais. Et ouais, ok, ouais, je vois. En fait, t'es resté dans la même ville, c'est ça? Enfin, globalement, avec les mêmes personnes? Ouais. Et ouais, c'est vrai, c'est marrant parce que enfin, c'est pas la première fois que j'entends ça et que ça aide. En fait, ça dépend, hein, parce que si t'es pas au bon endroit, ça se passe pas bien, mais En fait, bon, en tout cas, ouais. j'ai toujours eu une place, quoi. Donc, je me suis jamais Mm. senti à l'écart. Je me suis jamais senti dans un endroit où je me sentais pas le bienvenu. Donc, ça, c'est sûr que ça aide. Mm. Ah bah ouais, c'est génial. Enfin, c'est positif, tu vois, parce qu'on parle toujours que de tout ce qui va pas, tu vois, quand on est zèbre et tout, mais il y a aussi plein de choses qui vont. Et ok, donc finalement, oui, vas-y, vas-y. Et j'allais dire en primaire, ouais, c'était peut-être le plus dur entre guillemets, parce que je suis arrivé, j'avais sauté le CP, donc j'arrive dans une nouvelle classe, Mm. dans une nouvelle école même. Et donc là, j'étais vite catégorisé d'intello, etc. Donc j'ai dû un peu trouver ma place. Et ouais. Là, j'avais opté pour une stratégie entre guillemets qui était de devenir pote avec un peu genre les chefs, les caïds de la classe. Donc du coup, j'étais un peu de leur protéger. Ah là là. Il allait me défendre, etc. Donc au final, j'ai toujours réussi, ouais, comme je te disais, un peu à m'adapter, quoi. Ouais, c'est marrant, t'as anticipé la question que j'allais poser en fait. Parce que justement, j'allais te dire finalement, quand est-ce que t'as senti un écart? Et en fait, j'imagine que c'est à ce moment-là plutôt, du coup. Enfin, quand on a commencé à te dire, ah, enfin, t'es un intello ou je sais pas, des trucs comme Ouais, ça. c'est vrai. Mais après, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Peut-être que c'était pas dans leurs intentions, mais Hmm. j'ai l'impression que quand on me traitait d'intello, enfin, c'était toujours d'un ton blagueur, quoi. C'était pas malveillant ou d'un ton jaloux. Donc, au final, j'en ai toujours rigolé. Et puis voilà, mais personnalité un peu plus timide, où on va tout de suite le prendre personnellement, bah là, on peut ouais, tout de suite beaucoup plus se renfermer. Moi, perso, j'aime bien aller tout de suite au contact des gens. Donc, souvent, Hmm. quand il y a quelque chose que je comprends pas, j'éclaircis la situation. Et puis souvent, bah, voilà, quand je vois que les gens ils me traitaient d'intello, au final, ils savaient même pas ce que ça voulait dire. Et que, voilà, ils cherchaient juste à faire les malins et c'est tout. Et ouais, je comprends. Ouais, t'as trouvé vraiment comment t'adapter en fait, hein. Ouais, c'est C'est ça. marrant. Puis si t'étais à l'aise socialement, c'est vrai que ça peut aider aussi. Je pense. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, est-ce que t'as... Alors, tu me dis hein, si tu veux pas répondre, mais est-ce que t'as grandi avec des frères et sœurs ou pas du tout? Ouais, Je sais pas si ça peut avoir un rapport, mais... ouais, j'ai un petit frère Hmm. qui est pas particulièrement hypersensible, qui est vraiment très normal. Au final, c'était un peu compliqué pendant l'enfance. Enfin, on était toujours en train de s'embrouiller. Enfin, aussi, lui, c'était le petit frère. On a quoi? On a 3 ans d'écart. Donc, quand il est né, tout de suite, j'avais moins d'attention de mes Et parents. Donc, oui. je me sentais un peu plus, pas rejeté, mais avec moins d'attention, ouais. Hmm. Donc, on a bien grandi. Après, voilà, on était toujours en train de s'engueuler, mais aussi toujours un peu content de se retrouver. Et notre relation a vraiment changé quand moi, j'ai passé mon bac et que j'ai quitté ma ville natale. Là, on est devenus proches tout de suite. Ah, Alors, c'est fou, hein? Ouais. on s'en rendait pas compte et on se faisait plus chier qu'autre chose. Mais dès que je suis parti, là, on a plus développé une relation. Ok, ça. Ouais, c'est vrai que la distance, parfois, ça change beaucoup de choses, hein. Ouais, Ok. Et ouais, c'est vrai que dans la fratrie, mais ça serait limite un sujet à part entière, mais aussi être différent, entre guillemets, dans la fratrie, ça peut être assez particulier. C'est mon cas aussi, hein, donc de sentir un décalage parfois avec les frères et sœurs. Après, toi, du coup, ce sentiment de décalage, tu l'avais moins, c'est ça? ouais, non, avec mon Mm. frère, j'ai pas trop senti. Après, bah, j'avais l'impression qu'il y avait surtout un décalage par rapport à l'âge. Mm. Je me plaignais toujours qu'il voulait toujours me copier, toujours faire ce que je faisais. Mais bon, voilà, après, ça, je pense, que c'est un truc classique de frères et de sœurs. Ouais. Et non, après, on jouait pas mal à la console ensemble aussi, donc ouais, ça nous rapprochait. Après, on finissait toujours par s'engueuler, parce qu'il y en a un qui trichait ou un autre qui voulait jouer tout seul. Mais après, non, on n'a pas été particulièrement en décalage. Ouais. Ok, et ouais, c'est vrai que ça, c'est les embrouilles typiques de frères et sœurs, Ouais, de se copier là. Et puis en plus, les petits frères souvent prennent exemple, enfin les petits quoi, tout ouais, court. Ce qui est assez rageant, mais en même temps, c'est marrant, enfin c'est mignon quoi. Donc bon. les cours et tout.
Et j'essayais un peu de le faire grandir plus vite, entre guillemets, genre en l'intégrant à mon job, Hmm. etc. Ah Voilà. ouais? Ouais. Ah, tu le prenais sous ton aile un peu ou... Ouais, Ouais, c'est marrant. Bon, moi j'ai fait un peu pareil, hein. C'était pas toujours une bonne idée, mais bon, ça fait des anecdotes à raconter au moins. Mais ok, et je me demandais un truc, est-ce que j'imagine que si tu as creusé le sujet, tu dois voir ce qu'est le faux self, ouais. peut-être. Parce que je viens de penser à ça, si alors peut-être tu étais vraiment à l'aise socialement, ce qui est grave possible. Est-ce que tu penses que tu as aussi développé une sorte de fausse personnalité, tu vois, pour pouvoir, je sais pas, être tranquille ou Ouais. que ça se passe bien? Moi, ouais, j'ai clairement développé un faux self et je dirais même plusieurs en fait. Euh, Hmm. c'est ce que je t'avais déjà dit une fois, c'est que moi j'arrivais à être ami vraiment avec tout le monde et que souvent parmi mes amis les plus proches, ils pouvaient me dire ouais mais t'es faux cul, enfin comment tu fais pour être pote avec tout le monde, t'as pas d'ennemis, enfin c'est pas possible d'aimer tout le monde, etc. Et moi, je répondais bah si, enfin je prends du plaisir à parler un petit peu avec tout le monde, etc. En fait, je m'adapte à tout le monde. Et ça, j'ai réalisé que plus tard, qu'en fait, j'avais beaucoup de faux self pour vraiment traîner avec tout type de personnes, quoi. Donc, que ce soit, je sais pas, avec n'importe quel groupe du lycée ou même de ma vie étudiante, moi, je pouvais m'intégrer avec eux, mais Hmm. via mon faux self. Et du coup, quand là, j'ai réalisé bah, ce que c'était qu'un faux self, ce que c'était que d'être zèbre hypersensible, ça a mis mes faux self à jour et ça m'a aussi permis de réaliser que certes, je m'entendais avec tout le monde, mais via mon faux self. Donc en fait, est-ce que moi, au fond de moi, je passais des bons moments? Pas forcément. Donc Hmm. c'est là que je rejoins un peu mes amis quand ils me disaient c'est pas possible de s'entendre avec tout le monde. Je suis d'accord dans le sens où si tu mets pas de faux self et que tu mets pas de masque, ouais, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans un sens, c'est assez normal, je trouve. Parce que bon, on est quand même sociaux. Du coup, on a envie de... Bah, surtout vers le collège-lycée, je pense, hein. On a envie d'être aimé, tout ça. Enfin, en Ouais, général, quand même. Mais je exactement. vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, maintenant que j'y réfléchis, est-ce que ça me rendait hypocrite ou faux cul? Bah, honnêtement, ça mérite le débat dans le sens où Hmm. voilà, j'aimais bien être aimé des gens, j'aimais bien me sentir apprécié, etc. En soi, ouais, on peut dire que j'étais faux cul dans un sens, mais c'est pas pour autant que je parlais à Hmm. cette personne-là par intérêt, mais plus entre guillemets pour satisfaire mon ego, de me dire voilà, je peux parler à tout le monde m'aime, etc. Ouais, je Mais vois ce que tu veux dire. c'est Hmm. complètement différent. J'arrive beaucoup plus à identifier le genre de personnes avec qui je vais vraiment m'entendre. Et du coup, je zappe un peu les personnes qui sont moins compatibles avec moi. D'accord. Ouais, c'est vrai que focus, c'est un grand mot quand même, hein, mais je Ouais, vois l'idée. Justement, ça me fait venir à un truc, parce que moi, j'ai eu ce problème aussi de... Enfin, ce problème. C'est-à-dire, tu me diras si toi, ça t'est arrivé, mais de t'entendre tellement avec plein de gens différents que c'est des gens que tu peux pas mélanger entre eux, en fait. ouais, Genre, tu peux pas faire une soirée et rassembler ces gens. Ça marche pas, tu vois. ouais. Et je sais que ça, enfin, dans mon cas, donc tu me diras si toi, ça te parle, mais c'est aussi dû, je trouve, au fait de voir un peu le bon chez tout le monde, tu sais, enfin voir ouais, le bon chez les autres, et du coup, ça passe. Tout le monde a des bons côtés avec lesquels tu as envie de te rapprocher. Après, il y a un peu aussi cette citation entre guillemets de toujours privilégier la qualité à la quantité. Et c'est vrai que Mm. quand tu te rapproches de tout le monde, au final, tu as beaucoup de relations plus ou moins superficielles et qui vont moins en profondeur, qui sont moins authentiques. Et récemment, j'ai réalisé que moi, en fait, je préférais les relations en qualité, plus profondes, plus authentiques. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai coupé des ponts avec des personnes, au final, que je voyais plus en tant que connaissance et avec qui je pouvais avoir des contacts et que je vais considérer comme moins importantes dans ma vie. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Enfin, je pense que ça vient avec le temps aussi. Après, ça dépend des profils, hein. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai bah, quelqu'un de ma communauté qui Ouais. avait une question pour toi reliée à ça, que j'avais pas notée d'ailleurs. C'était quelle serait ta définition justement d'une relation profonde? Mhm. Bah déjà, je vais la séparer en deux entre une relation amicale et amoureuse. Pour moi, Hmm. amicale, c'est vraiment une personne avec qui tu peux vraiment être toi, donc absolument sans faux self. Enfin, on a toujours un faux self. Après, Ouais. à quel point Hmm. il est profond ou pas.
mais je pense que c'est une personne avec qui tu peux être le plus toi-même sans vraiment te soucier de comment tu vas être jugé, comment on va interpréter ce que tu vas dire et que tu vas faire. Et c'est aussi quelqu'un avec qui tu peux te confier, avec qui tu peux avoir confiance, avec qui tu peux avoir des échanges sans peur d'être jugé, rejeté. Donc, enfin, là, je dis ça en fait en pensant à la relation que j'ai avec mon meilleur pote. Donc, c'est Oui. une relation idéale dans ma tête. Et relation amoureuse, bah, je pense que c'est vraiment, voilà, pareil, quelqu'un avec qui tu te sens bien. Là, encore, je dirais une couche de faux self en moins. C'est vraiment une personne qui va partager ta vie sur un plan vraiment intime. Donc, moi, ce que j'imagine d'une relation amoureuse idéale, et je suis pas là pour en témoigner, pour l'instant, je suis célibataire. C'est vraiment quelqu'un avec qui je peux être et me comporter exactement comme si j'étais tout seul ou avec quelqu'un de très proche comme mon frère ou mon meilleur pote, sans aucun complexe, quoi. Ok, ouais, où t'es à l'aise en fait, hein, 100% à l'aise. Ok, et ouais, c'est vrai que je pense que bah, connaissant la personne qui m'a posé la question, je sais que cette personne, je sais pas si toi c'est pareil, mais a besoin de discussions profondes, genre de, je sais pas, retourner des sujets, se remettre en question, tout ça. Alors qu'il y a bah, des personnes où tu sens que tu peux pas avoir cette connexion, tu vois, on va dire. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est aussi ça d'un côté, c'est qu'on peut pas non plus être proche de tout le monde. Et voilà, il y a des gens avec qui on n'est pas compatible, il y a des gens avec qui on l'est. Même si, voilà, en tant qu'hypersensible, on a toujours ce côté très empathique, à toujours voir le bon chez les gens, comme tu disais. Donc, au final, on a Mhm. envie de s'investir dans n'importe quelle relation. Mais je pense que le gros du travail, c'est vraiment de savoir si cet investissement en vaut la peine sur le long terme. Enfin, en tout cas, si c'est une relation amoureuse qu'on cherche à construire. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir satisfaire mes besoins? Et si mes besoins, c'est d'avoir des conversations profondes et authentiques, est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui aime débattre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des intérêts similaires à moi, etc. Ok, bah ouais, c'est une bonne définition. Enfin, Ouais, c'est très clair, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent ce besoin, enfin, de connexion, le côté intellectuel aussi, on va dire, enfin, d'être assez stimulé intellectuellement. Je sais pas après pour toi, mais moi, c'est un truc qui ressort beaucoup dans les gens que j'accompagne. Et en même temps, bah, on peut pas tout avoir. Enfin, on peut être un peu très exigeant parfois aussi. ouais, moi, ouais, le côté intellectuel, bah, par exemple, j'aime bien. Enfin, je regarde quasiment jamais de films, je regarde souvent beaucoup de documentaires. Euh, Parce qu'en fait aussi, il y a, bon ça va plus être un côté hypersensible que intellectuel, mais en fait aussi, je regarde jamais de films parce que Hmm. ça me fout toujours la mort en fait. Quand je vois des histoires d'amour, bah, au final, je suis plus triste que heureux. Quand je vois des trucs de gens super heureux, bah, au final, moi, ça me rappelle ma condition personnelle et que du coup, je me dis, putain, ils sont plus heureux dans le film que moi. Donc, ça me cool. Et donc, du coup, je regarde très peu de films juste parce que je me connecte trop et que je m'investis trop Hmm. dans. Je Et comprends. Hmm. je regarde, au final, ça va être plus les films un peu genre drama, d'horreur et tout, parce que je me dis, ok, Hmm. ma vie, c'est mieux que le perso, donc là, au moins, ça va pas me faire bader, tu vois. Ah ouais, tu peux regarder l'horreur, toi. C'est marrant, parce que moi, je peux pas, par exemple. Genre forcément gore, mais un peu plus genre stressant, ou alors où ça se finit mal, tu vois. Parce que comme ça, je me dis que ma situation est moins pire et du coup, ça me fait moins bader. Ah ouais, c'est marrant, c'est fou parce que moi c'est tout l'inverse. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire et surtout j'imagine dans les films d'amour. Enfin, c'est de ça un peu que tu voulais parler ou c'est des Ouais, films en général ou classique, genre Titanic, Love Actually, tu vois, bon, je les ai Ah vus, oui. mais je les re-regarderai pas, juste, ou alors je les regarderai que si, genre, je suis avec ma copine et que, tu vois, je suis content d'être avec elle. Mais par exemple, le regarder avec des potes, enfin, c'est pas trop le genre de film que tu vas regarder entre potes, mais genre même, tu vois, Ouais. bah, j'aurais pas envie de les regarder juste parce que ça va me faire bader, genre juste de voir ces gens qui veulent une si belle histoire, etc. Et que moi, je suis là sur mon canapé à juste croiser les doigts pour que ça m'arrive. Au final, ça me fait passer un moins bon moment que si j'avais pas regardé le film, quoi. Ouais, Donc, non mais je vois ce que tu veux dire. Puis c'est vrai que nous quand on regarde des films, souvent on est vraiment plongé dedans, alors laisse tomber quoi. Et du coup, bah, vu que tu parles de ça, ça me fait penser. C'est vrai que tu en avais parlé dans un podcast, c'est ça qui m'avait beaucoup interpellée aussi. Dans ta. Comment dire? Les difficultés que tu as pu avoir, justement, en tant que peut-être homme hypersensible, ou ça dépend aussi d'autres choses, hein, je pense, comme on disait, avec les femmes. ouais, non, Et ouais, si tu veux en parler, ça, je pense que ça peut être intéressant. après, voilà,
comme tout mec, j'ai toujours eu envie d'avoir une copine, surtout quand je voyais mes potes commencer à avoir leur première meuf, etc. Ou rouler leur première pelle, etc. Moi, je me disais, bon, ça serait peut-être temps pour moi aussi. Ouais. Euh, bon, j'avais eu une copine en sixième pendant une semaine, mais elle avait cassé sur MSN, donc j'étais Ah un oui, peu. d'accord. Très sympa ça. Mais après, je dirais, ouais, en tant que comme hypersensible, la difficulté, en fait, c'est que on essaye toujours de se rapprocher des gens via l'empathie, en essayant vraiment de les écouter, d'être confident, etc. Et au final, en tout cas, de mon expérience, quand je faisais ça avec les meufs, dans l'optique de potentiellement sortir avec elles, etc., je me faisais toujours friendzone, je me faisais toujours décrire de confident, de meilleur pote, etc. Même parfois genre de gendre idéal, etc. J'ai jamais réussi à me positionner en tant que mec potentiel pour la meuf en fait. Et ça, bah, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a beaucoup saoulé aussi parce que au final, j'essayais d'être moi-même, j'avais des bonnes intentions, j'essayais d'être justement sympa avec la meuf pour qu'elle m'aime en retour. Et j'ai compris que c'était pas du tout bien à faire parce que premièrement, c'est malhonnête entre guillemets de se dire ok, je vais être sympa avec telle fille pour qu'en échange, peut-être elle m'aime. Donc ça veut dire que d'un côté, je me force à être sympa, je me force à essayer d'aller écouter ses problèmes, pour avoir quelque chose en échange. Donc voilà, c'est pas honnête, c'est pas direct. Donc, ce sur quoi j'ai dû pas mal travailler, c'est vraiment sur l'honnêteté, sur les approches un peu plus directes, sur dire à une meuf qu'elle me plaît quand elle me plaît, plutôt que de passer par quatre chemins et d'essayer de lui faire. Et du coup, ça n'a pas été simple dans le sens où j'ai toujours eu super peur de me faire rejeter, j'ai toujours eu la peur du râteau. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans le podcast, c'est que moi j'avais envie de me faire aimer de tout le monde, me sentir aimé, populaire, etc. Et donc, si je me faisais rejeter, j'avais trop peur parce que je me suis Et dit, ouais. si je dis à cette meuf que j'ai envie de sortir avec et qu'elle me dit non, elle va le dire à toutes ses potes, après elles vont toutes me prendre pour un charbonneur, etc. Ah, Ouais, ouais, je vois. du regard des autres, etc. Donc, ouais, pour le coup, là-dessus, j'ai pas mal galéré, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, hein. En plus, surtout, bah, comme tu disais, quand il y a les amis qui s'en mêlent, enfin que c'est, je sais pas, collège, lycée, tout ça, c'est pas toujours simple. Et ça me fait penser à un truc, ce que tu as dit. Est-ce que tu avais tendance, c'est une question que je voulais te poser en plus, à, tu sais, te faire passer un peu en second ou à justement, bah, quand tu parlais aux filles, être un peu en mode, je sais pas si tu en as entendu parler, mais un peu le syndrome du sauveur, tu vois, et être C'était là à écouter alors que t'as pas trop envie. Enfin, c'est un peu. Bah ouais, non, Mm. clairement. Et puis le syndrome du sauveur, c'est un gros problème, c'est que t'es attiré que par les meufs qui ont besoin d'être sauvées, et souvent c'est pas les meufs qui sont le mieux dans leur tête ou qui sont les plus prêtes pour une relation. Donc souvent ça nous attire pas vers les meilleures personnes pour nous. Ça va souvent être des personnes qui ont soit besoin de beaucoup d'attention et du coup ça va être une relation très déséquilibrée parce que voilà, comme tu dis, on va se faire passer en second. Ouais. Euh, donc ouais, le syndrome du sauveur, c'est un peu chaud. Et il y a aussi du coup le syndrome de la victime, c'est que tu te fais toujours passer pour une victime. Ouais, de toute façon, les meufs, elles aiment que les bad boys, etc. Moi, Je je suis l'entends beaucoup. Ouais, c'est un ce que mec tu dis. bien, et les filles, elles m'aiment pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, c'est très facile d'avoir ce discours-là. Et je le comprends parce que je l'ai eu. Mais malheureusement, c'est pas un discours qui tient dans le sens où, certes, on se prend pour un mec bien. On se dit, je vois pas pourquoi la meuf, elle serait pas attirée vers moi. Mais enfin, de mon expérience, de mes réflexions et tout, je pense qu'en fait, la meuf est pas attirée par toi juste parce que t'as jamais été honnête avec elle, t'as jamais joué carte sur table, tu lui as jamais dit tu me plais, etc. Donc, au final, c'est sûr que si tu as une approche un petit peu plus sournoise, à écouter ses problèmes, à traîner avec elle, voilà, à l'écouter parler de ses crushs, bah ouais, tu vas te faire un friendzone. Oui. Tu vas dire que t'étais un mec bien et que les crushs de qui elle te parle, bah, c'est des bad boys. Et ouais, non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vachement bien qu'on en parle parce que j'ai énormément ce genre de témoignages d'hommes qui sont en mode ouais, mais de toute façon, moi je laisse tomber, les filles elles veulent que des connards. C'est vraiment le terme utilisé, hein. Et en vrai, c'est tellement plus compliqué que ça. Enfin, ça pourrait s'expliquer par trop de choses. Mais parce que bon, on est aussi très conditionné en tant que femme et tout, donc c'est encore autre chose. Mais enfin.
à être entre guillemets dominé ou à se retrouver avec des gens pas très respectueux. Puis ça dépend de notre éducation, de comment on nous a traités. Enfin bref, c'est tout un truc, vraiment, c'est un énorme sujet. Ouais. Et je vois ce que tu veux dire, ouais, le côté victime qui au final te donne pas de solution, du coup, j'imagine. Enfin, Côté victime, il ne donne pas de mm. solution. Enfin, moi, dans mon cas, hein, c'était surtout ouais, de la première jusqu'à ma troisième année d'études, donc quasiment pendant 5 ans. J'avais un discours passif-agressif, ouais, les meufs, elles m'aiment pas, ma juste valeur, alors que je suis le mec parfait. Pour toutes les meufs que j'écoute se plaindre, etc., elles veulent pas de moi, c'est n'importe quoi et tout. Et du coup, tu te rends un peu passif-agressif. Au final, tu développes un peu plus d'agressivité vis-à-vis des meufs parce que tu comprends pas leur raisonnement, etc. Moi, Mm. j'étais à un stade où, justement, comme je le raconte dans mon podcast, où j'étais en mode, bon, bah, tu sais quoi, avec les meufs, j'ai tellement essayé, j'ai tellement mis toutes mes bonnes intentions, et ça marche pas que je vais arrêter d'essayer. Au final, je finirai ma vie seule, c'est pas grave, je passerai des très bons moments Ouais. aussi. Et je m'étais résigné, j'avais accepté ça, et ça, c'était assez chaud quand même. Et au final, voilà, après, j'ai un peu travaillé sur moi, j'ai un peu essayé de comprendre ce qui allait pas, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais avant tout, ce qui va beaucoup mieux, c'est que je me présente tel que je suis avec mes besoins. Et si mon Et besoin, ouais. Mm. je vais te dire, ouais, que tu me plais, j'aimerais bien apprendre à plus te connaître, etc. Et du coup, la meuf me verra sous cet angle-là. Alors que si j'utilisais mon approche d'avant, où je vais voir la meuf en essayant juste d'être pote, et que mon faux self est le pote Et parfait, oui. moi, elle va être pote, quoi. Et en plus, toi, tu devais te sentir en incohérence, tu sais, interne, en mode je fais ça, mais je pense ça, tu vois. Clairement, J'imagine. et bah, surtout, j'avais vraiment pas le courage de dévoiler ce que j'avais vraiment envie, qui était de sortir avec la meuf, quoi. C'est super triste au final. Et en plus, il y a tout un paradoxe, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que à la fois, tu étais vu comme le pote gentil, quoi, si je comprends bien, en même temps comme le gendre idéal, et Ouais, en même temps, comme tu me disais, tu pouvais être vu un peu comme un lover ou quoi. Peut-être par les autres mecs, non? Un ça, peu ouais. Ça me séducteur. Hmm. ça me frustrait tellement parce que du coup, mes potes mecs me voyaient comme genre le tombeur, le séducteur, le lover. Oh là là. Ou Ouais. genre, auprès d'eux, j'étais genre le mec à qui ils allaient limite demander des conseils. Hmm. Auprès des meufs avec qui j'étais devenu pote, j'étais genre le gendre idéal, le mari parfait, blablabla. Du coup, au vu des meufs, j'étais le mec parfait. Sauf que j'étais quand même célib et personne voulait de moi, tu vois. Donc c'est ça qui me rendait un peu fou, quoi. Et ouais, c'est incohérent. Tu devais être là, mais quoi? Je comprends pas ce truc. Vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai, hein, enfin, c'est tout un paradoxe. Mais je me rappelle de ça parce qu'il y avait des mecs dans ta situation, enfin, que je connaissais, et c'est vrai qu'ils étaient perdus, ils étaient là, mais je comprends pas. Et puis justement, je pense que toi, tu avais cette capacité que parfois d'autres mecs ne, comment dire, je sais pas, on peut pas dire qu'ils l'ont pas parce que je pense pas qu'ils développent pas d'être à l'écoute, tu vois, et qu'en fait, il faudrait trouver un juste milieu, quoi. Écouter, mais en même temps penser à soi, enfin, tu vois. Après, ouais, moi, ce que je peux vraiment conseiller aux mecs bah, qui sont dans cette Mm. situation, qui ont plein de bonnes intentions avec les meufs et avec qui ça marche pas, de vraiment pas développer d'agressivité, de vraiment pas se dire, de toute façon, Mm. les meufs, elles savent ce qu'elles veulent, elles veulent que des bad boys, etc. Parce que certes, c'est ce qui apparaît comme logique, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Donc, il faut vraiment se remettre en question, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est honnête avec nos intentions, etc. Et c'est ça aussi qui est dur le jour où on est honnête. Et ben, il faut aussi être à l'aise avec se faire rejeter et de se prendre des râteaux parce que voilà, c'est pas parce que tu es honnête avec quelqu'un que ça va être réciproque et qu'elle va vouloir sortir avec toi. Donc, devenir honnête, c'est aussi devenir à l'aise avec le rejet, avec le râteau. Et ça, voilà, c'est pas facile. Mais En fait, c'est prendre un risque, quoi, clairement. ouais, c'est un risque. Après, c'est Ouais. ce qu'on dit, le profit est toujours proportionnel au risque. Donc, si tu prends pas de risque, t'as pas de profit. C'est vrai. Ou au mieux, du coup, tu vas te retrouver dans une situation qui ne te va pas vraiment parce que t'es pas toi. Enfin bon. Mais c'est vrai que c'est faut un temps pour le comprendre, hein, je pense. Et Ouais, aussi, euh, bah justement, ça me fait penser à une question là qu'on a eue où euh, justement un mec te demandait comment ne pas ruminer après un rejet. Alors, je te laisse voir. Qu'est-ce que tu veux répondre? Moi, j'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais bah, mm. comment ne pas ruminer après un rejet? Déjà, pourquoi pas? Tu peux ruminer un petit peu, si ça te fait Et ouais. plaisir, voilà, pendant 10 minutes.
Voilà, mais après, ce qu'il faut, c'est pas que ça se reproduise, ou du moins comprendre pourquoi ça s'est produit. Pourquoi est-ce que tu t'es fait rejeter? Est-ce que, il y a une bonne raison? Est-ce que c'est le hasard et que si tu essayes plusieurs fois, ça marchera? Moi, je pense qu'il faut vraiment toujours apprendre de ses erreurs. Et je dis pas que se faire rejeter, c'est une erreur, hein, c'est la vie. Et certes, c'est facile de vouloir ruminer parce que c'est la solution de facilité, de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre plutôt que Ouais, de voilà. prendre ses propres responsabilités. Mais je pense qu'on a tout à y gagner de vraiment d'essayer d'être plus introspectif, d'apprendre de nos erreurs, de comprendre ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois et pour qu'au final, à la fin, ça marche. Mais je suis d'accord que de ruminer, ça soulage un petit peu, entre guillemets, parce que au lieu de se considérer comme responsable, on considère que c'est l'autre qui est responsable, et donc du coup, on se remet pas en question, et au final, c'est beaucoup plus stable, et voilà, pour nous. Et stable et en même temps, ça bloque aussi. Enfin, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que là, tu vois, même moi, ça me fait des prises de conscience là, ce que tu dis. C'est ce truc où moi, j'ai beaucoup senti chez les hommes justement qui avaient ce souci-là, que ils avaient de plus en plus de frustration, limite qu'ils commençaient à détester les femmes un peu. Tu sais. Enfin, ils commençaient à être vraiment très saoulés et à en avoir une image hyper en mode méfiance, quoi. Mais en fait, c'était aussi eux qui entretenaient le schéma. Enfin, tu vois, c'est complexe. Non, ouais, c'est Mm. vraiment un cercle vicieux, et puis le plus on va ruminer, le plus on va devenir Mhm. comme méfiant, bah, le moins on va se montrer tel que l'on est en face des meufs, parce qu'on n'a pas envie de se faire blesser, donc au final, ouais, ça va vraiment nous recentrer sur nous-mêmes. Et ce Ouais. que je dis dans mon podcast, justement, au moment où j'ai décidé de complètement arrêter avec les meufs parce que voilà, j'avais envie d'abandonner, j'avais trop essayé et ça marchait pas. J'étais limite en train de me dire que au final, c'était un signe pour que je devienne gay parce que j'ai toujours attiré pas mal de mecs homosexuels et que je me disais que si jamais je devenais gay moi-même, bah, j'aurais beaucoup plus de facilité, quoi. Et je prenais limite ça comme un signe. Donc, c'est alors que je suis hétéro. Donc, Mm. c'est très facile de s'isoler, mais je pense que c'est assez important, ouais, soit une pote confidente à qui on peut vraiment en parler et l'écouter plutôt que de penser que ce qu'elle dit, Ouais, c'est vrai. ou alors un pote gars avec qui aussi on peut vraiment parler honnêtement, quoi. Et ouais, c'est intéressant d'avoir la vision un peu de d'un homme là-dessus. Parce que du coup, j'ai vu un truc là il y a pas longtemps et je me suis demandé, est-ce que toi, tu voyais... Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, tu voyais les filles comme instables, par exemple, ou tu vois, quelque chose comme ça? Bah, en fait, Mm, ça revient un peu à ce qu'on disait au syndrome du sauveur. C'est que mm, j'étais automatiquement vers les meufs instables dans le sens où ouais, c'est avec elles que je pensais que j'avais le plus de chance, tu vois, parce que au final, les meufs avec le plus de problèmes, bah, c'est celles qui étaient le plus susceptibles de me les raconter, de passer du temps à m'en parler, et que et le ouais, je vois. souci au final. Mm, Donc, et ça, je m'en suis rendu compte très tard aussi, c'est que inconsciemment, j'allais jamais vers les meufs stables, émotionnellement matures, prêtes à avoir un mec, prêtes à avoir du sérieux. Bah, inconsciemment, j'allais jamais vers elles. Et ça, c'était une grosse partie de mon problème aussi. ouais. C'est que j'allais toujours vers les meufs qui avaient eu des problèmes, qui en avaient encore, qui étaient en manque d'attention, etc. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, il y a le même cas, enfin moi je vois le même cas avec les femmes, mais qui vont vers les hommes avec des problèmes, on va Ouais. dire. Et je sais qu'il y a un truc qui est hyper inconscient qui peut se mettre en place, tu me diras si ça te parle, mais c'est que finalement, quand tu te mets avec quelqu'un qui a besoin de se confier, bah, la personne a besoin de toi. Et donc, dans un sens, tu deviens un peu indispensable, tu vois, mais c'est hyper Ouais. inconscient, Non, clairement, ouais, clairement. hein. Ça peut souvent arriver. Enfin, c'est un truc que j'entends souvent. Et ça me fait penser à un truc, parce que moi, tu vois, à la question de comment ne pas ruminer, j'aurais un peu répondu comme toi. Et Mhm. j'aurais dit que bah, déjà accueillir ce qui arrive, enfin les émotions, quoi. Rien que ça. Et je me demandais, toi, comment tu faisais? Est-ce que tu étais à l'aise avec tes émotions, par exemple, pleurer, ou est-ce que c'est encore un peu dur? Comment tu le vis? Non, c'est une bonne question. Mm. Parce que justement, comme je disais au début du podcast, je me suis rendu compte que j'étais hypersensible il y a à peu près un an et demi, 2 ans. Et jusqu'à ce moment-là, moi, j'avais toujours été un petit peu, j'arrivais vraiment à me protéger dans une carapace, donc je montrais très peu mes émotions. Au final, des potes assez proches, meuf comme mec, m'ont dit justement que
je pouvais être perçu comme quelqu'un qui est froid, etc. Hmm. Et Ouais. moi, ça me paraissait un peu absurde dans le sens où bah, moi, je suis à l'intérieur de ma carapace et je sais très bien que je suis pas froid, que j'ai beaucoup d'émotions, que je ressens beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je me suis toujours un petit peu protégé de mes émotions via cette carapace en ne les montrant pas. Ça, c'est peut-être parce que je me faisais beaucoup engueuler quand j'étais petit ou je sais pas, mais bref. Oui, il y a Et toujours des causes, hein. Ouais. moi, j'ai toujours opté pour cette stratégie de privilégier l'intellect à l'émotionnel. Et Hmm. donc depuis 1 an et demi, 2 ans, là, j'essaie vraiment plus de me reconnecter à mes émotions, pas vraiment devenir le poète mystique qui pleure, qui voit le soleil, tu vois, mais plus vraiment d'être en contact de ce que je ressens. Donc j'essaye un peu de méditer, de savoir ce qui me passe par la tête, de savoir un petit peu comment sont mes émotions. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété surtout. Et souvent, Ah, d'accord. il y a forcément des choses derrière. Donc, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est machin? Donc, souvent, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de respirer, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour vraiment déjà identifier l'émotion. Et après, voilà, il y a l'identifier, c'est une chose, mais l'exprimer, c'est une autre. Par exemple, la colère, c'est tout con, mais ça fait 1 an et demi que je fais de la boxe. Donc, Ah ouais. j'essaie d'évacuer un petit peu à ma façon. La tristesse, j'ai toujours un peu de mal à pleurer. Après, ça m'arrive vraiment d'avoir les larmes aux yeux, des trucs comme ça, quand j'essaie de me forcer un peu. Mais non, je peux pas pleurer, même si je me sens triste. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, parce que ça voudrait dire que je suis proche de mes émotions. Et puis voilà. Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Enfin, pour moi, pour des coachés et aussi, bah, en fait, beaucoup d'hommes m'ont dit ça, hein. C'est Mhm. qu'ils ont envie de pleurer, genre ils sont tristes, mais il y a rien du tout qui vient. Vraiment, ça ne vient pas. Et de toute façon, c'est vachement privilégié, je sais pas si on peut dire dans la société, mais bon, que les hommes expriment plus de la colère que de la tristesse. Donc c'est hyper, je pense que c'est hyper conditionné, quoi. Pour s'y Ouais, reconnecter, c'est un vrai travail. ouais, c'est vrai. Ouais, et souvent, au final, ce que tu ressens vraiment, ça peut être de la tristesse et tu l'interprètes comme de la colère. Donc, Mm. ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, pour les émotions positives, moi, j'aime bien être un peu le blagueur du groupe, tu vois. Donc, je vais souvent essayer de faire des blagues, de rire, etc., d'être joyeux. Donc, les Ouais. émotions positives, j'arrive un peu plus à les exprimer. Mais ouais, les négatives, bah, je travaille dessus. Et puis, c'est ça que je me suis aussi rendu compte il y a pas longtemps en lisant un livre. C'est que d'exprimer ses émotions, ça veut aussi dire être vulnérable. Et Et oui. à la problématique qu'on parlait tout à l'heure de moi qui essayais d'être en couple, au final, j'étais jamais vulnérable vis-à-vis de la personne. Je me présentais jamais tel que j'étais. J'avais toujours ce faux self, ce masque de la personne, du confident, pour qui tout va bien, qui est là pour écouter les problèmes. Et je pense qu'au final, si j'avais été un peu plus vulnérable, si j'avais plus exprimé mes émotions, ma tristesse, ma colère, ma joie, et ben la personne aurait plus pu me voir sous mon vrai Mm. visage et ça aurait peut-être pu susciter de l'attirance. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que la vulnérabilité, c'est pas facile, hein, de se montrer vulnérable, mais ça crée vachement de connexion aussi. Parce que du coup, quand tu te montres vulnérable, l'autre se montre vulnérable, et puis, enfin, souvent, ça Ouais, dépend, hein. Pas trop avec les pervers narcissiques, tout ça, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça crée de la connexion souvent. Mais c'est vrai qu'on nous le dit pas vraiment beaucoup. ouais, c'est vrai. Et Ouais, c'est ouais. vrai que le narcissique, bah d'ailleurs pour l'anecdote, moi aussi Ah. je suis déjà sorti avec une meuf PN justement, Mm. mais ça a duré longtemps, mais ouais, clairement, ça arrive pas qu'aux meufs de Et tomber sur oui, un pervers narcissique. ouais, c'est vrai que c'est un gros sujet. Puis alors, comme malheureusement maintenant c'est devenu un peu, je sais pas si on peut dire à la mode, mais du coup on dit que n'importe qui est un pervers narcissique. En vrai, il y a des comportements pervers narcissiques et des vrais pervers narcissiques. Enfin bref, c'est complexe, mais c'est vrai qu'on est un peu des aimants, hein. Enfin, les zèbres et hypersensibles, on peut être vraiment des aimants, des personnes un peu, comment dire, qui vont se nourrir de, je sais même pas comment on peut expliquer ça, mais se nourrir peut-être des émotions négatives et tout qu'on Ouais, peut avoir, enfin, je sais pas. désagréables. J'ai eu un ami pendant 3 ans, enfin ami du coup non, mais en fait Mm. un pervers narcissique. Et au final, on est toujours un petit peu en contact parce que j'ai jamais été au conflit, mais il y a un proverbe qui dit sois proche de tes amis, mais garde tes ennemis encore plus proches. Donc du coup, un petit peu en contact entre guillemets. Des fois, il m'envoie des messages pour prendre des nouvelles, je lui donne des nouvelles, etc. Mais
Après, voilà, c'était en amitié, entre guillemets, comme je le dis, c'était pas vraiment de l'amitié du coup. Hmm. Mais ça, je m'en suis rendu compte que sur le tard aussi. Et par rapport à la meuf, bah pareil, je m'en suis rendu compte que sur le tard aussi. Ouais. Et ouais, en fait, comment t'as capté? Enfin, est-ce que c'était des personnes un peu rabaissantes ou avec des petits pics implicites? Parce que souvent, c'est pas trop fort d'un coup. Bon, en fait, Comment t'as su? Hmm. c'est souvent déjà toujours des grosses sauts de colère, toujours à créer le conflit, toujours à s'embrouiller pour rien. Il y a un truc qui m'a marqué, mais ça, c'est qu'une fois que j'ai découvert ce que c'était qu'un PN, et en me rappelant de comment j'étais avec eux, etc. Le truc qui m'a marqué, c'est vraiment quand tu regardes dans leur regard, ils ont vraiment un regard vide, quoi. Genre, il n'y a Hmm. rien à l'intérieur qui se passe, ils sont juste là pour être là. Et après, sans, on n'avait pas une relation genre one-to-one, c'était plus dans un groupe de potes. Ah, Donc, ok. Hmm. un peu le chef du groupe, voilà, qui a brouillé, toujours faire ci, toujours faire ça. Et au final, ça aussi, je l'ai réalisé sur le tard, c'est que dans ce groupe, du coup, il y avait lui, et genre, on était quatre autres gars. Et les quatre autres gars, genre, on était tous, je vais pas dire hypersensibles, mais tous, genre, un peu victimes, tu vois. Genre, on Ouais, était tous sous il ses... était un peu au-dessus. Enfin, il se plaçait en, j'imagine, en supérieur peut-être ou je sais pas comment t'as remarqué, mais Ouais, je sais pas, il était toujours un peu le mec qui commande, un peu toujours le mec à... Mais surtout, moi, ce qui me frappait, c'était toujours à créer le conflit, quoi. Toujours à taper embrouille quand il n'y avait pas d'embrouille. Hmm. Ce qui me Ah, saoulait. en mode il n'y avait pas de raison et Ouais, il c'est trouvait ça. une raison. Ouais. Ouais, des fois, il allait se mettre en colère pour rien, il allait toujours taper en brouille, que ce soit genre à des serveurs au resto, ou tu sais, en fait, il vivait que dans le conflit, quoi. Ah Donc, ouais. jamais vraiment serein. Et la c'est un peu différent. Là, elle se servait un peu plus de moi, genre plus pour avoir une épaule sur qui se reposer quand elle avait besoin d'attention, quoi. Mais Hmm. après, elle pouvait tout de suite, genre, faire un peu du chantage affectif en mode, dès qu'elle a plus besoin de toi, elle va soit te mettre des gros vents, soit t'ignorer, etc. Donc, ouais, c'était un peu chaud. Ah, c'est intéressant que tu parles de ça. Bon, ça serait encore, ouais, je pense qu'il faudrait un sujet entier encore. Mais c'est justement comment ils appellent ça? Quand les gens te ghostent, enfin, en gros, font exprès de t'ignorer, de ne pas répondre Ouais, pour avoir de l'attention. En fait, c'est hyper violent en vrai comme technique. Enfin, c'est limite, c'est pire que qu'on te crie dessus, tu vois. ça fait 900, Et ouais, et je viens de penser à un truc, c'est marrant que tu aies parlé du regard qui t'a marqué, ouais. parce que, bon, je suis pas très formée, mais je sais pas si tu connais l'iridologie, ça s'appelle, et apparemment, les personnes pervers narcissiques, tu peux même voir sur certains détails de leurs yeux, en fait. Tu peux les Ah, repérer comme ça, si tu veux ok. faire des recherches. Moi, c'est intéressant. Bon, après, je connais pas trop, mais je suis tombée là-dessus il y a pas longtemps. Mais Ouais. ok, ouais. Bah, tu vois, finalement, on n'y échappe pas. J'ai l'impression que chaque personne hypersensible est tombée sur un Ouais. pervers narcissique. Alors, je regarde s'il y a des trucs qui me viennent que je voulais te demander. Ah oui, je voulais te demander si tu avais eu, toi, bah, en tant qu'homme, les phrases un peu classiques du genre tu pleures comme une fille ou genre fais pas ta mauviette, tu vois, ou pas du tout. Non, ça m'en revient pas particulièrement. Bah, après, comme je te disais, j'ai rarement pleuré, donc j'ai pas trop pu être jugé par rapport à ça. Hmm. Justement parce que je me protégeais du regard des autres en étant vraiment assez stoïque, froid, etc. Et sinon, ouais, non, faire la mauviette, jamais trop fait la mauviette non plus. Enfin, perso, je suis un peu intrépide, j'aime bien faire ce qui me fait peur, donc je suis souvent le gars qui va vouloir faire des trucs. Donc non, ouais, jamais trop eu de commentaires par rapport Ok. Hmm. à mon sensibilité. Après, non, c'est vraiment le truc qui revient, c'est que voilà, on a tous été étudiants. Moi, dans ma vie étudiante, je faisais beaucoup de soirées, donc beaucoup d'alcool. Et pour le coup, quand j'étais bourré, là, j'avais pas mal de sentiments qui revenaient au galop. Donc, soit je passais la soirée de ma vie, j'étais trop heureux, trop content. Soit je pouvais devenir super passif-agressif, passer une soirée de merde, etc. Soit je pouvais devenir triste. Donc, vraiment, l'alcool, ça amplifie beaucoup. Hmm. Et là, par contre, des potes, on peut me dire, ouais, je sais pas ce que t'as, je sais pas pourquoi t'es vénère. Souvent, ouais, on m'a dit que j'étais vénère quand je buvais, pas en mode j'ai envie de me taper, mais plus en mode je vais être posé dans le canapé et genre pas passer un bon moment, mais sans raison, tu vois. Et Donc, ouais, ça devait tout amplifier en fait. ouais, Et montrer des côtés peut-être qu'ils voyaient pas d'habitude. En plus, l'alcool, ça, enfin, ça fait vraiment, ça pousse un peu le truc à l'extrême souvent. Mais est-ce que ça t'est arrivé de pleurer du coup en ayant bu, j'imagine, ou je sais que ça arrive, mais.
Non, même pas, même pas. Ça m'est soit arrivé d'être super heureux, soit super triste, ouais, mais sans jamais pleurer. Après, ça me fait toujours surréagir, quoi. Je n'ai pas d'exemple particulier en tête, mais par exemple, comme tu le sais, genre nous, les injustices, ça nous saoule de ouf. Ah oui. Si victime ou témoin d'une injustice, en plus en étant bourré, là, t'as trop envie de passer à l'action, tu te sens pousser des ailes, tu te dis, Ouais. putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Si c'est contre toi, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je me rappelle d'une fois, on voulait rentrer dans un bar avec mes potes. Moi, j'étais le seul à me faire refoule sans raison, juste parce que, en gros, ouais, j'avais l'air plus jeune que les autres, en fait. Ah. On m'a dit, ouais, non, toi, tu rentres pas, t'es trop jeune, alors que j'avais ma carte et tout, hein, j'étais majeur. Et du coup, ça m'avait trop foutu la mort. Du coup, ouais, là, en colère. Ouais, je comprends, j'ai déjà vécu ce genre d'état. Où c'est vrai que l'alcool, ça te fait. Je sais pas si tu vois ce truc, mais moi, je me rappelle que ça me faisait très vite démarrer. Enfin, tu sens que tu as un tournant et que là, tu es en train de partir en cacahuète, quoi. Alors que de base, sans avoir bu, ça serait pas du tout arrivé, tu vois. Ouais. Après, l'avantage de l'alcool, enfin, donne-moi ton avis, mais Mm. c'est bien pour le lâcher prise, entre guillemets, parce qu'on a souvent du mal Oui. à lâcher prise et vraiment à arrêter de tout anticiper, de tout penser. Donc, évidemment, avec modération, Oui. ça peut être bien, mais il y a aussi beaucoup d'alternatives à l'alcool pour lâcher prise. Donc, je dis pas que c'est la meilleure solution, loin de là, mais ça peut être une Toi, solution ça de t'a aidé? Enfin, faire. ça t'a aidé. Ouais, alors c'est vrai que moi, je mettrais un bémol, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai dû arrêter tout ça, hein, sinon je devenais accro. C'est aussi une tendance chez certains zèbres, mais bon. Et justement, j'ai connu, tu vois, plusieurs hommes qui étaient très timides ou quoi, et qui arrivaient pas justement à avoir une, bah, là c'est pas pareil que toi, mais qui arrivaient pas à discuter avec une fille ou quoi. Et justement, ils devenaient comme dépendants à l'alcool, pas en général, mais pour pouvoir aller à un rendez-vous, par exemple, tu vois. Et du coup, ça c'est encore un autre problème. C'est en mode, tu sais que l'alcool va t'aider à te désinhiber, mais sans l'alcool, tu n'y arrives pas. Ça, je sais que ça peut être un souci aussi, tu vois. Mais Ouais, et je puis vois. c'est en ta faveur parce que si tu as bu un ou deux verres avant d'aller en date, la meuf elle est pas non plus débile, elle va aussi s'en rendre compte quoi. Donc ça sert pas non plus ta cause, même si t'es plus. Oui. C'est vrai que c'est complexe, mais ouais, c'est vrai que ça peut arriver et en même temps ça peut aider et en même temps ça peut être un piège aussi, tu vois. C'est un peu à double tranchant, je trouve. Et je me demandais, alors là c'est vraiment hors rapport de tout ça, mais est-ce que toi tu as des loisirs ou je sais pas, tu fais des trucs artistiques en tant qu'hypersensible ou pas forcément? J'ai envie de te demander. Ça, c'est une de mes grosses différences avec toute la Ouais, communauté sensible entre guillemets. C'est que moi, pendant très 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 longtemps, je me suis considéré mais tout sauf créatif quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir absolument aucune créativité. Alors, ne me demande surtout pas de chanter, ne me demande surtout pas de danser, euh, dessiner encore moins. Genre tout ce qui est vraiment s'exprimer, j'ai vraiment vraiment du mal avec tout ce qui est créativité. Après, j'ai aussi ma créativité à moi, c'est-à-dire que voilà, en faisant mon podcast, au final, je suis créatif. ouais, totalement. C'est ce que J'essaie j'allais dire. voilà, j'essaie de l'exprimer à ma façon, mais dans ce qui est considéré comme la créativité vraiment artistique, j'ai pas du tout l'impression d'être créatif. Alors, tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai plein, mais plein de personnes qui me disent c'est bizarre parce que justement, on est censé être créatif et moi, je suis pas créatif. Et c'est un truc que j'entends, mais vraiment tout le temps. Enfin, alors, t'as à l'inverse des gens qui ont. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai toujours fait du dessin et tout, donc je me suis identifiée comme créative, mais en vrai, la créativité, c'est pas que dessiner, tu vois. Mais c'est vrai Ouais. qu'on peut avoir ce sentiment. Même, je sais pas si tu as vécu ça, mais rien que quand on fait de l'art plastique ou de la musique à l'école, parfois ça passe pas du tout. Du coup, on se dit, oula, je suis pas créatif, moi. Ouais, mais Alors faut- qu'en fait, Mais après, il y a un truc que j'essaie vraiment de m'améliorer, c'est sur la danse, parce que pour le coup, moi, j'ai toujours le corps super bloqué, quoi. Et là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais pas mal de musculation, pas mal d'étirements, etc. Du coup, là, je prends beaucoup plus le contrôle de mon corps, donc j'arrive à beaucoup plus bouger, ne serait-ce que par exemple le bassin, etc. Et du coup, pour danser, ça m'a vachement aidé à m'améliorer. Du coup, je me sens un peu plus créatif, entre guillemets. oui, je vois. En plus, la muscu, pour en avoir fait, je sais que, pour en avoir fait beaucoup, je sais que si on s'étire pas, ça te rend encore plus, tu sais, Ouais, rigide un peu. Donc, et tu disais que tu faisais de la boxe ouais, aussi.
Ouais, je fais un peu de boxe. Bah, après, je la fais un peu à l'arrache, hein. Chez moi, j'ai acheté des gants, j'ai pris un vieux matelas et je tape dessus. Enfin, surtout là pendant le Non, mais confinement. trop drôle. J'ai Mais fait pareil en fait, c'est pour ça que je rigole. Ok. Ouais, t'as mis un matelas contre le mur? ouais, 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 c'est marrant. Et ouais, t'as pas pensé à un sac de frappe ou c'est trop cher ou trop galère? accroché en fait, mais peut-être que j'y réfléchirai, ouais. Ouais, c'est marrant. Bah, ça te plairait les cours de boxe alors, je pense. Je te dis ça parce que j'ai commencé moi, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça défoule grave, hein. Je trouve que c'est le meilleur moyen de vraiment, quand t'es énervé, sortir. Parce que sinon, à la limite, courir, ça peut passer. Crier, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'exprimer la colère. Après, j'imagine que c'est aussi dans un but sportif que tu... Du coup. Bah ouais, c'est vraiment cardio et tout, mais à la base, non, j'ai vraiment voulu me mettre à la boxe. Quand j'ai eu cette révélation zèbre, hypersensible, reconnecté à tes émotions, je me suis dit de faire de la boxe, ça va me permettre de me défouler, de m'exprimer, entre guillemets. Donc au final, peut-être que je suis créatif en faisant de la boxe, hein. Mais Ouais, bah, tu sais qu'on appelle ça, justement, c'est marrant parce que finalement, c'est un art martial. Et je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire bah, de la boxe, qu'en fait, quand tu regardes des gens boxer, mais qui sont vraiment forts et tout, ça fait limite, enfin, c'est limite artistique, hein. ouais, Donc en fait, c'est vrai qu'on peut voir ça aussi comme un art, tu vois. C'est vrai que je te posais la question aussi parce que je sais que les zèbres, ça dépend, mais parfois on fait des sports un peu atypiques où on a besoin de sports qui défoulent et tout. Pas toujours, hein, il y en a qui en font pas du tout, hein, mais ça ouais, peut non, arriver. je fais pas de sport atypique. Après, quand j'étais petit, enfin, quand j'étais au collège, j'ai fait du tir à l'arc pendant 3 ans. Je fais du judo, je fais de l'athlétisme, mais ouais. Ok, bon, je note. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de plein de questions. C'est vrai que moi, ce qui est beaucoup revenu dans les questions des hommes hypersensibles, c'était comment toi tu fais, comment est-ce que tu l'assumes, comment ça se passe avec les filles. Donc ça, je pense qu'on y a répondu. Tu me dis un truc que tu veux rajouter ou peut-être des conseils à donner. Ouais. Je pense que t'en as dit pas mal, mais si ça te vient. Après, si j'ai un conseil à donner, enfin, en tout cas, pour moi, ce qui a vraiment bien marché, c'est que ouais, comment je fais avec mon hypersensibilité, en fait, je fais comme si c'était pas quelque chose qui me définissait, dans le sens où quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas tout de suite me présenter en tant qu'hypersensible, je vais découvrir la personne comme elle est, je vais me montrer tel que je suis, mais en fait, je vais pas me définir tel quel, parce que la personne avec qui je vais parler, la personne que je vais connaître et découvrir, bah, c'est à elle de se faire son propre opinion, et ça se trouve, elle va me dire, ah, t'es trop hypersensible, et je vais lui dire, ouais, je sais, ça fait 2 ans que je suis au courant, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais si la personne ne s'en rend pas compte, pourquoi lui dire en fait? Parce que ça te catégorise un petit peu, ça fait un peu la personne qui a besoin que la personne sache ça pour Hmm. interpréter. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui sert ta cause entre guillemets. Après, c'est perso, hein, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi bien vivre en disant à tous les gens qui croisent, mais moi perso, que ce soit pour être zèbre, hypersensible, c'est pas quelque chose avec lequel je vais vraiment en parler, voilà. Ouais, c'est ça, ça te définit pas totalement. Genre, ça fait partie de toi, mais c'est pas Ouais, ça fait partie toute de moi, ta définition. Hmm. mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. Et ouais, c'est vrai que ça, enfin, c'est super important de le rappeler, hein. Parce que parfois, du coup, on explique tout, enfin, on veut tout expliquer par notre hypersensibilité. Et je vois des gens, tu vois, moi, ça m'arrive sur mes groupes Facebook, et surtout sur Facebook d'ailleurs, que les personnes soient en mode, mais de toute façon, vu que je suis zèbre, hypersensible, en gros, ma vie va être forcément pourrie. Enfin, ils s'en sont fait une image comme si ça définissait tout et que ça allait vraiment bah, foutre leur vie un peu en l'air, tu vois. En vrai, ça dépend de tellement d'autres choses, enfin, de notre santé mentale, de notre entourage, de, enfin, trop de trucs. Donc, c'est vrai que c'est un bon rappel, Ouais. je pense. Ouais, en fait, je pense pas qu'il faut que Mm. ce soit une excuse dans le sens où pour créer des relations donc authentiques, etc., avec les gens, il faut se présenter avec nos qualités et nos défauts. Et être zèbre ou hypersensible, ça a des qualités et des défauts. Donc plutôt que de dire juste qu'on est ça, pourquoi pas présenter nos qualités et nos défauts tels quels. Par exemple, si on rencontre quelqu'un et qu'il y a un truc qui nous saoule parce que c'est injuste et que ça nous énerve, et ben, on va dire ouais désolé, mais j'aime pas l'injustice. Au lieu de dire ouais désolé, en fait je suis zèbre donc j'aime pas l'injustice. Enfin, voilà, autant Ouais, dire. en mode, c'est un peu. Ouais, non, franchement, je vois ce que tu veux dire. Hein. Ouais. Oups, attends, ça a coupé. Désolée, je t'ai coupé. Vas-y, redis-moi ce que tu voulais dire. Non, ouais, je disais, autant dire que t'aimes pas l'injustice plutôt que de dire que t'es zèbre, donc t'aimes pas l'injustice, quoi.
Ouais, en vrai, surtout que c'est pas toujours pris au sérieux. Enfin, ça dépend qui va l'entendre, mais je vois ce que tu veux dire. Et je soulève ça parce que je trouve que c'est super intéressant. À un moment, tu as parlé du fait de connaître ses besoins. Je trouve que Mhm. c'est un peu le truc vraiment, mais grave à retenir, encore plus pour des hypersensibles pour moi, de faire attention à ses besoins et les connaître. Et tu vois, c'est marrant parce que quand je demande, et surtout chez les hommes, alors je sais pas pourquoi, mais souvent, quand je leur demande bah, un peu s'ils savent leurs besoins, tu vois, ou leurs attentes, souvent ils savent pas. Ouais. Donc du coup, je sais pas si toi, ça a toujours été clair pour toi ou comment tu as su, ah ben j'ai besoin de tel truc, je sais pas, là j'ai besoin de me reposer, là j'ai besoin de dire ce que je pense. Ouais. Comment tu as identifié J'ai appris à identifier mes besoins quand j'ai appris que j'étais hypersensible, parce qu'avant je faisais beaucoup de trucs que j'avais pas forcément envie, mais je les faisais parce que je me disais allez ça va être sympa ou en me forçant un petit peu. Mais Mm. depuis que j'ai appris voilà qu'il fallait s'écouter, qu'on avait tous des besoins, voilà il y a des trucs que je fais plus. Bon là c'est un mauvais exemple parce que c'est le confinement, mais par exemple je sais qu'aller en boîte ça me saoule de ouf. Et avant Mm. souvent en boîte juste un petit peu pour suivre le mouvement etc. Et à chaque fois, je passais des mauvaises soirées, et j'étais fatigué, je dépensais trop Ouais. d'argent. Tu t'ennuyais ou Ouais, je m'ennuyais aussi, ouais. Ouais. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais, bah, c'est que je vais juste au Before, et puis après, voilà, soit je rentre chez moi, soit au final, on n'y va plus trop. Donc, ça, c'est un peu un exemple, entre guillemets. Autre truc, par exemple, je déteste la foule. Donc, Mm. par exemple, tout ce qui est concert, manifestation, ça, c'est vraiment pas pour moi. Donc, j'ai fait l'erreur d'aller genre à des concerts, à des festivals, mais là, par exemple, ça, je sais que j'irai plus jamais. Donc ça, c'est un peu écouter mes besoins aussi, si on me propose de faire ça. Et Ouais. puis voilà, ce genre de truc. Après, ouais, tout ce qui est bruit, ça me saoule un peu. Donc, par exemple, je dors avec des bouchons d'oreilles, tu vois. Ouais. T'es pas le seul, hein. On me le dit beaucoup. Et ouais, les festivals, c'est vrai que c'est marrant parce que ça dépend vachement des gens. Par exemple, moi j'adore. Par contre, il faut absolument pas que je sois au milieu de la foule, genre devant, enfin, faut que je sache qu'il y a une sortie, tu vois, que je vais pas être coincée. Alors, je sais pas si toi c'est cet effet où t'as beaucoup de gens et ça t'oppresse ou ça te fait ça un peu ou Ouais, ça m'oppresse. hmm, non, ça Même, m'étonne pas, j'arrive hein. pas trop quand il y a trop de monde ou ce genre de truc. Et ouais, de toute façon, on capte pas mal d'informations, donc ça doit faire un peu trop. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Je pense qu'on aurait encore plein d'autres trucs à dire, mais il faudrait encore une autre heure, tu vois. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah déjà, merci d'avoir participé, parce que du coup, tu es la première personne de cette interview. Ah bah, Donc merci. c'est lancé aujourd'hui. Je pense que ça pourra vraiment parler aux hommes et même aux femmes hein, d'ailleurs qui nous écoutent. D'ailleurs, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire, mais s'il y a des personnes qui sont interpellées ou quoi, qui ont des questions, vous pouvez les mettre hein, en commentaire ou quoi. Puis on pourra peut-être y répondre plus tard, qui sait. Est-ce que tu as une question ou un truc que tu rajouterais ou tu penses c'est bon? Non, bah, particulièrement. Après, voilà, merci de m'avoir accueilli. C'était cool d'en parler, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas, j'ai un compte sur l'hypersensibilité aussi, hypersensibilité.facile, où j'ai un podcast et je parle, pareil, de l'hypersensibilité, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et merci, du coup, Margot, pour l'invitation. De rien, bah ouais, je mettrai tes liens en bas, hein. Enfin, j'y ai pensé, hein, j'ai oublié de te le dire, mais, mais du coup, je les mettrai. Bon, du coup, je vais couper l'interview. Nous, on se retrouve juste après. Et bah, du coup, si vous avez des questions ou quoi, vraiment, laissez-les, faut pas avoir peur. Et on se retrouve après.